Est-ce que tu as déjà su, quelque part au fond de toi, que cette relation ne te faisait pas de bien, et pourtant tu es resté? Pas par stupidité. Pas par faiblesse. Mais parce que quelque chose en toi ne trouvait pas la force de partir. Parce que chaque fois que tu te rapprochais de la sortie, quelque chose te ramenait en arrière. Une phrase douce après des jours de tension. Un moment de tendresse inattendue. L'espoir que les choses allaient enfin changer. Et tu t'es peut-être déjà posé cette question, seul, dans un moment de lucidité, pourquoi je reste? Pourquoi est-ce que je continue à accepter quelque chose qui me fait souffrir? Ce n'est pas une question simple. Et la réponse n'est pas celle que la plupart des gens imaginent. Aujourd'hui, on va aller ensemble au cœur de ce mécanisme. Pas pour juger. Pas pour culpabiliser. Mais pour comprendre. Parce que comprendre, c'est souvent le premier pas vers la liberté. La première chose à poser clairement, c'est ceci: rester dans une relation toxique n'a rien à voir avec l'intelligence. Des personnes brillantes, lucides, accomplies, restent dans des relations destructrices. Des personnes qui conseillent leurs amis de partir, et qui sont incapables de faire la même chose pour elles-mêmes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une question de logique. C'est une question de neurologie, de psychologie profonde, et parfois même d'histoire personnelle. Ton cerveau, dans une relation toxique, ne fonctionne pas comme tu le crois. Il ne calcule pas froidement le pour et le contre. Il réagit. Il cherche. Il s'accroche. Et il a ses raisons. Parlons d'abord de quelque chose qui explique énormément de choses, le cycle de la relation toxique. Ce cycle, il suit presque toujours le même schéma. D'abord, la tension monte. Les critiques, les disputes, les silences froids, les remarques qui blessent. Tu marches sur des œufs. Tu essaies de ne rien déclencher. Tu te fais tout petit. Puis vient l'explosion. Une dispute violente, une humiliation, une trahison. Quelque chose se brise. Et ensuite, la réconciliation. Les excuses, les larmes, les promesses. Je vais changer. Tu comptes tellement pour moi. Ça ne se reproduira plus jamais. Et là, quelque chose de très précis se passe dans ton cerveau. Parce que c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Après une période de tension et de douleur, un moment de tendresse produit dans ton cerveau une libération massive de dopamine. La dopamine, c'est le neurotransmetteur du plaisir, de la récompense, de l'anticipation. Et le cerveau, il aime la dopamine. Il en redemande. Mais voilà le piège, la dopamine est encore plus puissante quand la récompense est imprévisible. Les neuroscientifiques appellent ça le renforcement à intervalles variables. C'est exactement le principe qui rend les machines à sous-addictives. Tu ne sais jamais quand la récompense va tomber. Alors tu continues à jouer. Dans une relation toxique, c'est identique. Tu ne sais jamais quand viendra le prochain moment de douceur. Et cette imprévisibilité, paradoxalement, renforce ton attachement au lieu de le diminuer. Ton cerveau ne cherche pas la stabilité. Il cherche la récompense. Et dans ce cycle, il en reçoit juste assez pour rester accroché. Mais ce n'est pas la partie la plus surprenante. Il y a un autre mécanisme qui entre en jeu, bien plus profond que la dopamine. Il s'appelle le traumatic bonding, ou lien traumatique en français. Ce phénomène a été étudié pour la première fois par le psychologue Donald Dutton dans les années 90. Il a observé quelque chose d'étrange. Les victimes de relations abusives développaient souvent un attachement intense, presque inexplicable, envers la personne qui leur faisait du mal. Pas malgré la douleur. À cause d'elle. Quand tu traverses des moments de danger émotionnel, la peur d'être abandonné, l'humiliation, l'insécurité constante et qu'ensuite tu reçois du réconfort de la même personne, un lien se crée. Un lien chimique, neurologique, profondément ancré.
C'est le même mécanisme observé dans le syndrome de Stockholm. La personne qui te fait souffrir devient aussi celle dont tu as besoin pour te sentir en sécurité. Et ça, c'est un piège d'une redoutable efficacité. Maintenant, parlons de quelque chose que peu de gens osent aborder franchement. Beaucoup de relations toxiques ne commencent pas de façon toxique. Au contraire. Elles commencent souvent de façon extraordinaire. Une intensité émotionnelle hors du commun. Une connexion qui semble unique, presque magique. L'impression d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui te comprend vraiment. On appelle ça le love bombing. Une phase initiale de séduction intense, de compliments constants, d'attention débordante. Et puis, progressivement, les choses changent. Si doucement que tu ne t'en rends presque pas compte. Une remarque un peu dure, vite excusée. Une jalousie présentée comme de l'amour. Une frontière franchie, minimisée. Et toi, tu compares ce que tu vis maintenant à ce que tu as vécu au début. Tu te dis que cette personne existe encore, quelque part. Que si tu fais les bons efforts, si tu dis les bonnes choses, si tu t'améliores un peu, tu retrouveras cette version-là. Alors tu restes. Et tu attends. Et tu espères. Ce qui va suivre pourrait vraiment changer ta façon de voir les choses. Il y a une dimension encore plus intime, que beaucoup n'osent pas explorer, le lien entre les relations toxiques et l'histoire personnelle. John Bowlby, le père de la théorie de l'attachement, a montré que notre façon d'aimer à l'âge adulte est profondément influencée par nos premières expériences affectives. La façon dont on a été aimé ou pas aimé étant enfant, programme en quelque sorte ce qu'on considère comme normal dans une relation. Si tu as grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel, où tu devais mériter l'affection, où la validation était rare et précieuse, ton cerveau a appris que l'amour se gagne. Qu'il faut souffrir un peu pour le mériter. Que l'instabilité, c'est familier. Et le familier, même quand c'est douloureux, rassure le cerveau. Il préfère ce qu'il connaît à ce qu'il ne connaît pas. C'est pour ça que certaines personnes quittent une relation toxique, pour se retrouver dans une autre qui lui ressemble. Pas parce qu'elles le cherchent consciemment. Mais parce que leur système intérieur reconnaît ce schéma comme quelque chose de connu. La plupart des gens ignorent complètement ce détail. Partir d'une relation toxique n'est pas simplement une décision. Ce n'est pas juste se lever un matin et dire « c'est fini ». Pour beaucoup, partir déclenche quelque chose de viscéral, une peur panique de l'abandon, un sentiment de culpabilité intense, parfois même une forme de deuil. Parce que même si la relation faisait souffrir, elle remplissait quelque chose. Un besoin de connexion. Un besoin d'être vu, d'exister dans le regard de quelqu'un. Et quand elle disparaît, ce vide-là fait mal aussi, à sa manière. C'est pour ça que les gens reviennent. Pas parce qu'ils aiment souffrir. Mais parce que le vide après la rupture leur semble parfois plus insupportable que la douleur à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? La première chose, c'est de cesser de se juger. Si tu es dans une relation qui te fait du mal, ou si tu en sors et que tu te demandes comment tu as pu rester aussi longtemps, comprends ceci, ton cerveau t'a piégé avec des mécanismes bien plus puissants que la raison. Tu n'es pas faible. Tu es humain. La deuxième chose, c'est de commencer à nommer ce que tu ressens. Pas pour le spectateur extérieur. Pour toi. Écrire ce qui se passe vraiment. Mettre des mots sur les moments où tu t'es senti diminué, ignoré, blessé. Parce que la minimisation est l'une des armes les plus puissantes de ces relations, tu finis par te convaincre que ce n'était pas si grave. C'était grave. Tes émotions sont valides. La troisième chose, c'est de reconstruire ce que ces relations abîment souvent en premier, l'estime de soi. Pas avec des affirmations vides dans un miroir. Mais en reprenant des décisions pour toi. Des petites, d'abord. Ce que tu manges, où tu passes ton temps, qui tu fréquentes.
Chaque décision autonome est un message que tu envoies à ton cerveau, tu es capable de prendre soin de toi. Et si la douleur est profonde, si le schéma se répète, si tu sens que quelque chose vient de loin, parler à un professionnel n'est pas un luxe. C'est parfois le chemin le plus direct vers soi. Je veux terminer par quelque chose d'important. Rester dans une relation toxique ne dit rien de ta valeur. Ça dit simplement que ton cerveau a fait ce qu'il sait faire, s'accrocher à ce qu'il connaît, chercher la récompense dans le chaos, confondre l'intensité avec l'amour. Mais l'amour vrai, celui qui existe, qui est possible, ne ressemble pas à ça. Il ne fait pas mal la plupart du temps. Il ne te laisse pas épuisé, sur des œufs, en train de te demander si tu mérites d'être aimé. L'amour vrai est ennuyeux, parfois. Stable, souvent. Et c'est exactement ce qui le rend précieux. Alors je te pose cette question, et je voudrais vraiment que tu y réfléchisses, est-ce que tu confonds parfois l'intensité d'une émotion avec la profondeur d'un amour? Est-ce que tu as appris à associer douleur et amour quelque part dans ton histoire? Dis-moi en commentaire. Tu n'es sûrement pas le seul.